Bonjour à tous, je suis Christophe Douat, président du directoire de Médincel. Bienvenue à cette conférence qui fait suite à la diffusion de notre communiqué de presse d'activité semestrielle. Vous pouvez dès maintenant et pendant toute la conférence nous envoyer vos questions en utilisant le module de messagerie à droite de vos écrans. Ce communiqué de presse ainsi que le rapport semestriel sont disponibles sur notre site internet. Maintenant, Jaime Arango va nous les commenter. À toi, Jaime. Merci beaucoup, Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire un point rapide sur les principaux éléments financiers du semestre. Si vous souhaitez des précisions, n'hésitez pas à poser des questions, comme vient de le dire Christophe. Ce qui est important à retenir, c'est que nous exécutons notre plan. Premièrement, nous bénéficions d'une forte visibilité financière. Au 30 septembre, nous disposions d'une trésorerie de 16,1 millions d'euros ainsi que de 4,7 millions d'euros d'actifs financiers non risqués. Au début de l'exercice, 6 mois plus tôt, nous disposions de 21,3 millions d'euros de trésorerie et de 4,6 millions d'actifs financiers. Au cours de ce semestre, nous avons encaissé la deuxième tranche du prêt de la Banque européenne d'investissement pour un montant de 7,5 millions d'euros. Il reste encore 5 millions à encaisser de ce prêt, encore sous condition. Nous avons, pendant ces 6 premiers mois, augmenté nos revenus qui ont atteint 3,9 millions d'euros. C'est plus du double avec une croissance de 117% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Nous avons notamment reçu de Teva un paiement de milestone lié à l'autorisation de démarrage des essais cliniques de phase 1 du programme MDC-TJK. Nous avons également été rémunérés pour nos activités de formulation par des partenaires, notamment la Fondation Gates. J'attire en plus votre attention sur le fait qu'au 30 septembre 2019, nous n'avions pas encore reçu le remboursement du crédit impôt recherche. C'est 2,5 millions d'euros qui n'apparaissent pas dans notre flux de trésorerie opérationnelle. Deuxièmement, nos dépenses opérationnelles courantes sont sous contrôle et en ligne avec nos anticipations. Elles se sont élevées à 11,9 millions d'euros au cours de ce semestre, avec une augmentation de 42% par rapport à l'exercice précédent, mais presque 75%, 3/4 de ces dépenses complémentaires concernent le développement du portefeuille de produits. Nous finançons ainsi notre stratégie d'avancement de portefeuille de produits comme prévu lors de l'introduction en bourse. Et nous passons maintenant à une société pharmaceutique. Aussi, évidemment, notre objectif reste de revenir à la rentabilité. C'est dans l'ADN de la société depuis sa création. Elle devrait arriver avec l'augmentation des revenus issus des milestones et des royalties de vente de nos premiers produits. Christophe, à toi maintenant. Merci beaucoup, Jaime, et merci à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Tout continue à bien avancer. L'actualité continue à être riche en événements pour Médincel sur ce semestre fiscal. Le troisième antipsychotique de notre partenaire Teva, MDC-ANG, a démarré ses activités précliniques cet été. Notre partenaire a aussi reçu l'autorisation de la FDA d'initier les développements cliniques au mois d'août du deuxième produit antipsychotique, MDC-TJK. Fin août, nous avons aussi lancé des activités en santé animale pour réaliser le potentiel financier de notre technologie dans ce domaine. En septembre, on a démarré un programme exploratoire avec la Fondation Gates en prévention du HIV. C'est notre deuxième collaboration avec la Fondation. Tous ces événements ont fait l'objet de communiqués de presse disponibles sur notre site Internet. On continue à s'étoffer avec des talents seniors pour accompagner notre passage vers une société pharmaceutique. Nous avons eu le plaisir aussi d'accueillir un nouveau Chief Business Officer au début de l'été, Gaël Lévéder, dont un des objectifs est de renforcer nos partenariats. La maturité de notre technologie, qui est maintenant dans 3 essais cliniques, dont 1 en phase 3, augmente en effet notre attractivité auprès de partenaires potentiels.
Maintenant, voici quelques informations concernant des événements post-clôture, donc post-30 septembre. Nous avons annoncé la semaine dernière la signature d'un accord majeur avec la Fondation Gates pour le programme MDC WWM. Il porte sur une enveloppe allant jusqu'à 19 millions de dollars sur 4 ans. C'est un accord majeur par son montant et aussi parce que nous gardons les droits commerciaux dans le monde entier, notamment aux États-Unis. Nous venons aussi de recevoir un update de notre partenaire Teva sur les 3 produits antipsychotiques qu'il développe avec notre technologie. La phase 3 de MDC-IRM progresse. Notre partenaire nous indique que les analyses intermédiaires, selon les nouvelles projections de recrutement ou du nombre d'événements de rechute imminente des patients, en anglais patient relapses, sont attendues dans la deuxième moitié de 2020. Le First in Human de MDC-TJK a lui bien démarré avec les premières injections sur patients. C'est en soi une bonne nouvelle qui montre évidemment la confiance de notre partenaire, mais c'est aussi la démonstration avec ce 3e produit en clinique que nous avons une vraie plateforme technologique et dans notre industrie, c'est rare. En conclusion, je voudrais vraiment remercier toute l'équipe Medincell ainsi que nos partenaires qui, semestre après semestre, nous permettent de faire avancer les produits vers leur mise sur le marché et contribuent à la belle histoire de notre société. Maintenant, avec Ramé, nous allons d'abord répondre aux questions des analystes, puis à celles que vous nous poserez sur le chat. Eric Le Bérigot est en ligne. Eric? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Allô? Oui, oui, on t'entend. C'est Eric, c'est ça? Oui, bonjour. En fait, je voulais revenir évidemment sur la nouvelle de Teva. Je peux imaginer, comme souvent dans l'industrie, quand il y a un partenaire comme ça, que vous n'en savez pas beaucoup plus que ce que vous venez de nous dire. Mais est-ce qu'on peut essayer de voir ensemble quel est l'univers des possibles? On va pas partir sur un jeu de probabilité, mais le rationnel qu'il pourrait y avoir à ce que le retard tienne à une difficulté à recruter. Manifestement, on voit sur clinicaltrials.gov que la plupart des sites continuent à être ouverts et continuent à recruter, ce qui peut laisser entendre que le recrutement n'est pas terminé. Et puis d'un autre côté, le fait que ce soit plutôt en termes de nombre d'événements que le sujet se pose. Je sais que je vous pose une question pas simple parce qu'on va tous partir en conjecture, mais c'est essayer d'avoir un petit peu votre gut feeling sur le sujet. D'accord. Alors, je ne peux pas donner de gut feeling, mais je peux en tout cas dire que l'information que nous avons reçue de Teva est l'information que nous avons transmise, hein, et nous continuerons à le faire au fil des mois. Mais je peux peut-être expliquer, pour que les gens comprennent ici, le background de l'essai. Cet essai, en fait, mesure le temps moyen avant lesquels les patients ont une rechute jugée imminente. Dans un essai clinique comparable, cette durée est évaluée à 7 mois. L'objectif d'un produit comme le nôtre, c'est évidemment d'allonger ce temps avant une rechute sans traitement, mais pour le valider statistiquement, il faut un nombre de cas suffisamment élevé. Donc l'étude intérimaire avait besoin d'un nombre d'événements de rechute minimum. Le fait que Teva nous indique que ça se passera dans la deuxième moitié de l'année indique qu'il n'a pas été encore atteint. Évidemment, ça peut être dû à plusieurs facteurs. Les 2 principaux, un recrutement plus lent ou plus tardif, mais aussi peut-être
à des durées jusqu'à la rechute potentielle plus longues. On ne le sait pas. Teva ne nous communique pas cette information. Maintenant, il faut attendre la suite de l'essai clinique. Juste une précision sur le nombre de participants. Quand on va sur clinicaltrials.gov, on lit 596 participants et dans certains documents au moment de l'IPO, il y avait également ce nombre de participants. Et par ailleurs, on parle de 417 en 3 bras, 239. Quelle est la différence entre les deux chiffres en fait? Est-ce que c'est 600 patients pour se retrouver à la fin avec 417 patients éligibles une fois qu'on a passé tous les critères? C'est ça l'idée ou est-ce qu'il y a une autre lecture entre ces deux chiffres? Non, c'est exactement ça. Hein. Et puis, au final, il faut avoir au moins 417, donc 139 dans les 3 groupes. D'accord. Et on est d'accord que Teva aujourd'hui ne vous a pas fourni un nombre de patients à date inclus, recrutés ou screenés ou quoi que ce soit qui permettent de faire tomber l'hypothèse d'un recrutement tardif? Non, Teva ne nous a communiqué aucune information de ce type. D'accord. Merci. Eric, as-tu d'autres questions? Non, pour moi, c'est bon. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc, je vous propose maintenant de répondre aux questions qui nous ont été transmises directement sur le chat. Première question. Bravo pour la nouvelle subvention de la Fondation Gates. Avez-vous déjà perçu les 4,75 millions de dollars? En cas d'échec ou d'abandon du programme, devront-ils être remboursés? Ramé? Merci Christophe. Effectivement, la semaine dernière, comme nous l'avions annoncé, nous avons déjà reçu les 4 750 000 dollars. Donc, il est déjà en caisse. Maintenant, l'objectif de ce grant est de payer le coût de développement lié à ces programmes-là. C'est-à-dire que s'il y a des coûts qui ne sont pas dépensés ou engagés, c'est cet argent, la différence de ce qui sont payés versus ce qu'on n'a pas dépensé. Ce qu'on n'a pas dépensé, c'est à rembourser. Question suivante. Merci Rémi. Pardon. Question suivante. Qui pilotera les activités de développement préclinique de Medincell WWM, Medincell ou la Fondation Gates? La réponse est simple, ce sera Medincell. Question suivante. Période d'annonce des résultats AIC prévus septembre 2019. Donc, je vous rappelle que nous avons fait un communiqué de presse le 25 septembre sur le fait que le programme donc CWM progressait comme prévu. Hein, et comme il est indiqué, la société analyse les datas 3 mois et prévoit de rencontrer la FDA dans l'intervalle pour discuter des résultats actuels, sachant que l'étude clinique en cours s'achève en mars 2020. Question suivante. Dans l'accord avec la fondation Bill et Melinda Gates, à combien estimez-vous le marché adressable que vous pourrez adresser en direct ou par d'autres partenariats commerciaux? Votre choix de distribution se porterait-il en priorité vers la vente directe ou vers la vente par un ou plusieurs partenaires? Sur la première partie de la question, nous avons rappelé dans le communiqué de presse que le marché de la contraception aux États-Unis en 2018 de mémoire était d'environ 5 milliards de dollars, dont environ un tiers sur des dispositifs longue action, implants, mais aussi intra-uterine devices. Ce marché est en progression annuelle CAGR
d'environ 8% par an. Donc le marché adressable aujourd'hui, c'est ce tiers des 5 milliards, sachant qu'il croît à 8% CAGR par an, mais on peut aussi penser que le produit que nous développons, qui sera un produit best in class, pourrait aussi aider à migrer une partie des 2/3 du marché restant, donc des femmes qui prennent de la contraception orale, vers cette contraception longue action. Donc, c'est à la fois une prise de part de marché de ce segment, plus un élargissement du marché. Sur le choix de distribution, c'est un produit qui a vocation à être distribué par une base de prescription très large, essentiellement des médecins, les GP en anglais. C'est plus de 200 000 médecins aux États-Unis. C'est clairement hors de portée de Medincell, alors qu'il y a des partenaires commerciaux qui sont équipés, qui ont des forces de vente commerciales pour adresser ce marché. Et donc, le moment venu, Medincell cherchera un partenaire pour commercialiser. Il est évident que ce choix du partenaire se fera plutôt dans les étapes ultérieures des essais cliniques pour qu'on puisse conserver une part importante de la valeur du produit. Question suivante. L'entrée en clinique de Medincell CMW est-elle toujours prévue pour un lancement en première moitié 2020? Donc, je vous rappelle que MDC CMV est notre premier produit interne, un produit qui vise à avoir dans une injection préopératoire two-in-one une anesthésie sur 4 à 6 heures suivie d'une analgésie pendant plusieurs jours. Ce produit, nous l'avons annoncé, est aujourd'hui en préclinique et est toujours sur le plan pour un démarrage en essai clinique au milieu de l'année 2020 comme prévu. Vous annoncez, question suivante, des recrutements essentiels de seniors en cours. Avez-vous des difficultés particulières de recrutement? Alors, j'ai mentionné évidemment des recrutements de personnes seniors, mais il était évident que nous recrutons beaucoup dans ces compétences pharmaceutiques qui nous permettent d'avancer dans des phases de développement, dans des compétences réglementaires, qualité, analytique, clinique maintenant, à tous les niveaux évidemment de seniorité nécessaires. On a pu recruter ces postes en temps et en heure pour assurer notamment le développement de notre premier produit CMV. Medincell devient de plus en plus attractive, d'une part par évidemment sa mission de société à impact de santé globale, mais aussi, on peut le dire, par sa localisation dans le sud de la France où le soleil brille 50% de temps en plus qu'à Paris, mais aussi par son mode de fonctionnement, son modèle d'entreprise, où tous les gens sont actionnaires. Donc, non, nous n'avons pas de difficulté particulière de recrutement et il devient de plus en plus facile d'attirer du monde à Medincell au fil de la progression de la société. Aujourd'hui, nous sommes 130 avec environ 25 nationalités, donc nous arrivons même à attirer du talent de l'étranger.
Des opérations de financement sont-elles prévues prochainement? Si oui, lesquelles? Riley. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une forte visibilité financière. Néanmoins, dans les opérations où là où on peut trouver du financement dans le futur, qu'est-ce qu'on privilégie aujourd'hui? On privilégie les potentiels partnerships. Comme l'a dit Christophe tout à l'heure, on a plus de visibilité vers la technologie. On a des projets qui sont aujourd'hui dans des phases cliniques avancées, phase 3, phase 2, phase 1. Donc, il y a cette validation de la techno. Et grâce à l'introduction en bourse de l'année dernière, nous avons gagné en visibilité. Donc, partnerships, priorité numéro 1. Le deuxième, c'est de continuer à explorer des solutions non dilutives, que ce soit, par exemple, avec la troisième tranche de la BI ou d'autres sortes de grants et fondations qui pourraient financer d'autres projets. Et puis, la troisième option que nous avons toujours, pouvons avoir accès, c'est une potentielle augmentation de capital. Pour rappel, l'année dernière, nous avons levé 31,4 millions d'euros lors de l'introduction en bourse, avec le prix bas de la fourchette. Si on était à un prix, au prix moyen qu'on attendait, on espérait lever 45 millions d'euros. En plus de ça, le cash que nous avons reçu était moins de ce qu'on avait anticipé, aussi parce qu'il y avait une participation de notre partenaire qui a servi à un remboursement partiel de la dette. Donc, en net, on a levé 22,5 millions d'euros versus les 45 millions attendus. Donc, c'est toujours une possibilité et nous regardons toutes les options continuellement si les conditions sont bonnes, bien évidemment. Super, merci beaucoup Raimé. Question suivante. Bonsoir. La sécurisation du procédé de fabrication du polymère de mélincelle IRM avec Corbion en vue de premiers lots commerciaux est-elle finie? Le procédé et les méthodes d'analyse sont-elles validées? Si oui, quel serait le nouveau calendrier? Le scale-up en grade GMP étant une phase cruciale. Alors, il y a évidemment là une demande d'information très confidentielle liée à notre relation avec Corbion, qui, je vous le rappelle, produit les polymères pour tous nos projets, y compris nos projets en partenariat. Pour vous redonner un peu le contexte, cette alliance avec Corbion a été justement nouée pour assurer et sécuriser la production de polymères et le scale-up de ces polymères en conditions de qualité pharmaceutique GMP sur nos programmes. Donc, il est évident que la société et nos partenaires ont pris les actions nécessaires pour assurer cette production de polymères dans les grades de qualité nécessaires, à la fois pour la clinique, qui est déjà en cours, mais aussi pour la suite des événements, voire la commercialisation future potentielle. Question suivante. Quel type de molécules vont être utilisées pour la médecine vétérinaire? Avez-vous déjà des partenaires pour le développement? Nous n'avons pas, pour le moment, donné le nom des molécules sur lesquelles nous travaillons. Nous avons cependant indiqué dans notre communiqué de presse du mois d'août que nous travaillons sur un premier projet antidouleur et inflammation post-surgery, donc après les opérations chirurgicales. Avez-vous déjà des partenaires pour le développement? Oui, puisque nous avons noué une alliance avec le groupe Cornerstone, comme nous l'avions annoncé au mois d'août. Question suivante, de nouveau pour Raimé, sur la Fondation Gates, donc un sujet qui semble passionner nos participants. Je n'ai pas compris
si le grant de la Gates devra être remboursé ou non. Pouvez-vous être plus clair? Rami, s'il te plaît. Très bien. OK. Je vais essayer d'être plus clair. Donc, tous les coûts qui seront dépensés, investis dans le projet de la contraception ou qui seront engagés ne devront pas être remboursés à la Fondation Gates. Par contre, ce qui nous aide dans la Fondation Gates, c'est qu'ils nous payent en avance des activités, ce qui nous aide dans le BFR ou le Networking Capital en anglais. À titre d'exemple, on a déjà reçu 4 750 000 euros. Si à un moment X ou Y raison, on a déjà dépensé 3 millions et engagé 3 millions de dollars et qu'on décide d'arrêter le programme, la différence de 1 750 000 devrait être remboursée à la Fondation Gates et pas la totalité des fonds qui nous avaient été versés. Donc, si je comprends bien, Ramé, c'est l'argent non dépensé qui pourrait être remboursé éventuellement. Exactement. Merci, Ramé. Merci, Christophe. Je crois que nous n'avons plus de questions aujourd'hui. De nouveau, merci à tous pour votre participation. Nous vous tiendrons évidemment au courant de la suite de nos différents programmes. Et sinon, nous vous reverrons donc à nos prochains appels, conférences téléphoniques dans 6 mois, sachant que nous continuons à faire des événements de rencontres d'actionnaires à Montpellier, mais aussi à Paris, et que nous serions absolument ravis de vous y rencontrer en personne. Bonsoir à tous et bonne fête de fin d'année.